L'ensemble du marché a repris près de 10% depuis les plus bas. Une bonne nouvelle, et encore la dernière fois, on n'était pas plus inquiet que ça. Alors depuis, est-ce qu'on a des news qui sont rassurantes, convaincantes? Quel est le point de la situation? Est-ce que le risque baissier est définitivement écarté? Et peut-on encore avoir réellement un short squeeze? Ah, les NFT, tout le monde veut sa part du gâteau. Et l'un des plus grands acteurs au monde dans le système des paiements PayPal est un peu plus qu'en train de creuser le sujet. 350 millions d'utilisateurs actifs quand même. Et il permet déjà, via son système de paiement, d'acheter, de vendre, de cumuler, que ce soit des bitcoins, Ethereum, Bitcoin Cash et également Litecoin. Alors c'est effectivement aux États-Unis et au Royaume-Uni. Et vu que c'est quand même un gros acteur, il peut pas se permettre de faire n'importe quoi au travers des NFT. C'est donc à partir du 21 mars qu'il couvrira uniquement les transactions en dessous de 10 000 $ concernant les NFT. Et oui, c'est pour protéger les commerçants contre les litiges. Ça semble être un message très restrictif et en même temps, ça permet aussi de montrer qu'il autorise, avec des limitations certes, ce type de transaction. Il légitime donc cette activité. Donc même si à court terme, une restriction c'est plutôt négatif, ça montre que cet acteur mondialement connu et reconnu s'active un petit peu plus dans la blockchain en prenant ce secteur au sérieux, mais ce de manière progressive. Autre actualité positive dans les NFT, aux États-Unis encore, le NICE, qui dépose une marque spécifique pour les biens virtuels, tu l'as compris, les NFT. Et dans le document déposé de cette marque, on y retrouve que c'est une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs, négociant des biens numériques téléchargeables et authentifiés par des jetons non fongibles, autrement dit des NFT. Alors, il annonce pas pour le moment un futur lancement d'une plateforme, disons qu'il prépare le terrain. Casino, lui, se lance là dans le métaverse. Alors là, c'est du... l'exclusivité mondiale. Une première dans le secteur de la distribution en France. Un aperçu de l'expérience gaming. Un monde virtuel unique en son genre. Casino, là, votre truc, là, c'est pas Minecraft, en fait? Je pose la question. Non, parce que, enfin, ça a l'air quand même relativement pareil. Vous avez fait CTRL-C, CTRL-V. Ah non, c'est exclusif. D'accord, ok. Et vous allez en faire quoi? Ah, secret défense. D'accord. C'est un peu léger, quand même. Si en parlant de léger, en Russie, on en est où? Au niveau de la guerre? Non, pardon. Au niveau de la législation. Oui, par rapport aux taxes, au minage, tout ça. Ah bah oui, ça pompe quand même pas mal d'électricité, le minage. Alors, ça devrait être reconnu comme une activité commerciale qui sera taxée une fois qu'on convertira nos petites cryptos en roubles. Ils vont même pousser un peu plus loin avec des taux d'électricité spécifiques et des tarifs réduits si on installe des fermes de minage dans certains coins du pays. Alors attention, c'est l'avis du gouvernement. C'est pas du tout de l'avis de la Banque centrale de Russie. Mais en même temps, le gouvernement, c'est qui? C'est Vladimir Poutine. Et du coup, qu'est-ce qu'il en pense du reste du monde? Bon, déjà de sa banque centrale. Je crois que c'est le moment de faire une petite imitation. Alors, pour l'imitation, moi, ce que j'avais prévu, c'est de me mettre torse nu, un peu comme Vladimir, du coup. Mais là, je peux pas parce que je suis timide. Oui, parce que la Banque centrale de Russie a dit les cryptos, vous les prenez puis vous dégagez. Bon, qu'est-ce qu'ils ont dit exactement? Les risques potentiels pour la stabilité financière associés aux crypto-monnaies sont beaucoup plus élevés pour les marchés émergents, dont la Russie. Donc ils sont pas méga chauds. Et oui, la Russie est quand même le 3e pays au monde en termes de minage, derrière les États-Unis et... c'est qui le 2e? Ça c'est pour voir si tu as retenu les dernières vidéos. Premier indice, il y a eu quelques émeutes. Deuxième indice est situé entre la Chine et la Russie justement. Bien joué, c'est le Kazakhstan. Ouais, enfin après s'ils sont pas trop cons, ils savent lire un graphique, hein. Précédemment, nous évoquions dans le point crypto qu'il fallait dans un premier temps passer sur le Bitcoin au-dessus des 40 000 $ et sur l'Ethereum au-dessus des 2 800 $. Ça, c'était d'ailleurs même avant qu'on passe au-dessus des résistances. Première étape, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Il faut surtout construire des plus bas de plus en plus haut, de manière progressive, telles des marches d'un escalier. Ce qui nécessitait, là c'était la toute dernière vidéo, que le Bitcoin du coup ne repasse pas en dessous des 41 000 $ et en dessous des 2 900 $ sur l'Ethereum. Niveau qui accessoirement correspondait aux moyennes mobiles à 20 jours, en bleu. Que faire à ce moment-là? Attendre des signaux horaires pour confirmer que ce soit bien un niveau retenu par le marché, qu'il y ait ensuite des réactions techniques positives
et qui déclenche par conséquent un nouvel élan dans cette nouvelle tendance haussière horaire. J'insiste bien effectivement sur le horaire parce que en daily, les tendances restent entre neutres et baissières globalement sous les moyennes mobiles à 50 jours. Ici, c'est sur la capitalisation totale. La deuxième chose, c'est que donc nous avons eu ces fameuses réactions haussières H4 sur ces niveaux daily de repli et je crois que les graphiques ici se passent de commentaires, que ce soit sur l'Ether, que ce soit sur le BTC. Même chose d'ailleurs sur la capitalisation totale. Bon, là tu vas me dire, il n'y a pas grand intérêt de faire la météo de la veille. Au-delà du fait que c'est pour faire le suivi de ce qu'on avait évoqué ensemble, c'est pour également comprendre la suite, pour comprendre le déroulé de mon raisonnement. Très rapidement, sur IVT, si t'en fais partie, tu le sais, j'avais partagé pas mal justement de trades que j'ai réalisés, notamment au travers d'Avax, qui d'ailleurs a atteint le deuxième objectif à plus de 20% quand même, preuve qu'il y a quand même des choses à faire, ou d'autres sur BNB, le Binance Coin, Luna, Sand de la blockchain de Sandbox, Mana et j'en passe. Ce qui est important de retenir, c'est pas ça, c'est que les premiers objectifs ont déjà été atteints. Ce sont des premiers objectifs intraday. Ça permet d'encaisser une partie, de reprendre un peu de cash et de viser des seconds objectifs un peu plus ambitieux, cette fois-ci en daily. C'est ce que j'appelle l'intra-swing. Comme donc sur Avax où le deuxième objectif a déjà été rallié à plus de 20%. Et le fait de fonctionner comme ça, c'est qu'on garde la main sur son trading. On encaisse une partie, on reste en position sur une autre partie et surtout, le reste de la position qui court encore est sécurisé en ramenant des stop-loss au cours d'entrée. Et là où ça devient important, c'est que si j'avais attendu le peut-être qu'il faut que ça réagisse, qu'on passe au-dessus des résistances, etc. Il faut que j'attende que ça rebondisse vraiment sur des unités de temps daily pour vraiment y aller. Ça fait beaucoup de vraiment, mais du coup, on attend quand même pas mal de temps. Et du coup, on arrive quasiment tout de suite sous les fameuses résistances, sous les MM50 daily, exactement les mêmes niveaux sur lesquels on a échoué la semaine dernière. Bah, je suis bloqué parce que j'ai plus le timing d'intervention. Est-ce que j'y vais? J'y vais pas. J'attends une nouvelle confirmation. Ça devient compliqué. Donc, à l'heure actuelle, même si effectivement on arrive sous des zones de résistance, et encore une fois, je rappelle qu'au moment où je tourne la vidéo, c'est pas forcément les cours où toi tu visionnes la vidéo. On est sous ces fameuses MM50 daily. Je reste pour autant positif, mais mesuré, à cause du timing notamment. L'avantage, c'est le fait d'avoir privilégié des achats sur repli sur des signaux horaires, c'est que là maintenant, on est plutôt en confiance. Donc on peut se permettre sur le prochain trade ou sur les deux prochaines cryptos qu'on va privilégier, finalement de se tromper. Parce qu'effectivement, c'est tout à fait possible, parce qu'on peut rester dans ces ranges. Et c'est là qu'on va faire la minute, non pas la minute pédagogique, mais la minute psychologique. Ce que j'essaye de faire régulièrement, c'est de penser avec un coup d'avance. Attention, c'est pas d'anticiper mieux que les autres, qu'il va se passer peut-être ça demain, après-demain, pas du tout. C'est de me dire que si finalement, sur mon scénario de repli sur les MM20 daily, j'ai raison, ça réagit bien, ça part. Et que j'attends trop longtemps d'être sûr d'avoir raison, et ben c'est trop tard. Donc le fait finalement d'être trop prudent, c'est pas forcément être plus performant. C'est des fois avoir un temps de retard, d'autant plus lorsqu'on est comme ça dans un marché avec des cycles très courts, des petites phases de hausse, des petites phases de baisse. Donc ça veut pas dire forcément être à contre-courant tout le temps, mais quand on arrive dans une zone d'intervention, eh ben faut y aller. Alors en prenant en considération bien évidemment le contexte, sans faire all-in ou sans en mode tout va s'effondrer, on est sous une résistance, ça y est, faut tout sortir, mais calmement et progressivement. Donc au final, je préfère me tromper quand mon scénario commence à se valider, sans certitude que ça fonctionne, que d'attendre peut-être que en fait blablabla blablabla, et au final d'être toujours sur la touche ou avoir à chaque fois un temps de retard. Faut se faire confiance. Et surtout, en plus, on a les moyens de débriefer quand c'est bien ou quand c'est moins bien pour pouvoir corriger. Et ce au fil de temps, au fil de l'année. Parce que si on est toujours en mode FOMO, j'ai peur de louper un mouvement, vite, ça monte, oh là là, j'étais pas devant, faut tout payer, machin, etc. Tout à en prendre 10%. Ou alors c'est la panique, non, tout s'effondre, mince, j'ai oublié de mettre les stop-loss, je suis trop chargé, mince, j'ai mis de l'effet de levier, j'aurais pas dû, c'est une erreur, au secours. Ce qui s'appelle l'émotivité. Bah, l'émotivité, c'est très difficile à corriger dans le temps. Parce que on n'a aucune méthode. C'est juste du sentiment à un instant T. Donc c'est beaucoup plus difficile de corriger ça que de corriger finalement des éléments techniques avec des tendances, des zones d'intervention, des moyennes mobiles et autres. Voilà. J'ai fini ma minute psychologique. Maintenant, donc, les tendances daily, elles sont donc plutôt neutres. On l'a vu, entre la MM20 daily, la MM50 daily. Bon, la tendance long terme, du coup, est haussière. La tendance en horaire est haussière aussi. Je te rappelle, on fait des plus bas de plus en plus haut en H4. Je reste donc positif,
mais mesuré. Je continue également à estimer qu'il y a un risque de short squeeze. C'est le fait que les vendeurs se rachètent et du coup ça alimente de manière assez violente un mouvement de hausse. Et ce, si on passe au-dessus des résistances daily, celles qu'on a travaillées la semaine dernière, celles qu'on est en train de travailler actuellement. Tout le monde les connaît et tous les bearish, c'est-à-dire tous les baissiers qui ont ouvert de manière assez concrète des positions vendeuses, parce que tout va s'effondrer, ils peuvent avoir raison d'ailleurs, hein, tout va s'effondrer, on va à 30 000, à 27 000, à 22 000 sur le Bitcoin, etc. parce qu'on a vu des épaules tête épaule, ou peu importe la façon et la raison pour laquelle on estime que le marché va s'effondrer. Bref, à un moment donné, il va falloir couper les pertes, ou tout simplement couper les positions vendeuses. Ils sont pas forcément perdants d'ailleurs. Parce que, pour le moment, on a eu effectivement des rebonds violents, mais on n'a pas objectivement de retournement de tendance daily. Et je pense que c'est uniquement lorsqu'on aura justement la confirmation qu'on est repassé, qu'on est en train de repasser dans des tendances haussières daily, qu'il va y avoir beaucoup de reconsidération des scénarios baissiers. Et ce scénario-là est renforcé par les positions actuellement en cours, justement. Si on regarde le ratio put-call, ici sur le Bitcoin, il est en train d'augmenter progressivement. Et ce qui était relativement logique puisque la tendance daily est baissière. En tout cas, elle l'était. Là, ça commence à devenir un petit peu tendu. Et si à un moment donné, il y a un flux acheteur qui est en train de se mettre en place, et ben toutes ces positions devront être clôturées. Et donc forcément, entraîner un flux haussier également. Et la deuxième chose, c'est que certes, sur les contrats à terme, sur des échéances courtes, donc bref, l'opinion à court terme est un peu mitigée, au vu des tendances un peu mitigées, bah pour le moment, à long terme, il y a toujours plus de call que de put, donc un sentiment globalement positif sur des échéances long terme. Donc avec tout ce qu'on a vu, je reste positivement mesuré, en prenant en considération la tendance baissière daily, mais en continuant de travailler de manière constructive à l'achat, que ce soit sur des replis daily, mais également sur des signaux en horaire. Bah oui, la preuve, ça peut donner du 10-20%. Alors attention, c'est pas facile. J'avais commencé à travailler le week-end dernier justement certaines cryptos, ça partait pas vraiment. Donc du coup, j'ai dû me remettre en considération aussi mon plan d'ailleurs, j'étais pas sûr, sortir les positions, attendre de nouveaux signaux et y retourner. Mais le fait d'avoir préparé et d'être en mode je travaille tous les matins justement mes plans, je mets des alertes de partout, bah quand ça part, on est dedans. Si on fait pas tout le travail finalement qui semble inutile en amont, le jour J, on n'est pas là. Et je garde quand même à disposition donc éventuellement un short squeeze, encore une fois, j'ai pas de boule de cristal ou quoi que ce soit, une poche agressive si jamais on passe au-dessus des résistances pour essayer d'accompagner un flux haussier. Et si c'est violent, à la hausse, attention, un retour de flamme violent généralement. Donc l'horizon est en train de s'éclaircir, mais il ne faut pas relâcher la garde. J'espère en tout cas que vous arrivez à travailler dans ce contexte et de cycles de marché très courts. Moi, je trouve ça plutôt sympa, la période dans laquelle on est, et on sait très bien que 2022, ça risque d'être quand même globalement rangy. Je vais toucher du bois pour que ce soit au moins le cas. On va continuer donc avec notre positivité, objectivité et focus sur nos plans en évitant les bruits de marché. Merci à vous, merci pour vos pouces et à très vite. Ciao!